Ok, bon retour par ici et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons rapidement essayer d'adresser une question qui est, est-ce que le vagogramme finalement est en train de mourir? Et je réponds directement, hein, non, le vagogramme n'est pas en train de mourir. Que ce soit le vagogramme, que ce soit le covagogramme, peu importe, les fonctions de covariance ne sont pas en train de mourir dans la géostatistique. La question vient du fait que de plus en plus, vous allez lire des articles, vous allez lire des documents où il est question de la capacité des fonctions de covariance à s'accrocher aux phénomènes qui sont fortement hétérogènes ou alors des phénomènes qui sont très irréguliers. Et certains diront que lorsque le phénomène est très irrégulier dans son espace, la fonction de covariance peut avoir du mal à capturer la variabilité du phénomène. C'est vrai. Non, on va dire que c'est vrai. Mais premièrement, il est possible de transformer une fonction irrégulière en quelque chose de plus régulier et se rassurer que la transformation ne nous fait pas perdre l'information. Ça demande juste un peu plus de travail, mais c'est possible. Je ne dis pas que les méthodes qui sont développées, qui essaient d'adresser le problème sans passer par les transformations ne sont pas bonnes. Si vous êtes tenté, je vous invite par exemple à lire les développements sur les simulations multipoints. Vous verrez qu'il y a beaucoup de travaux réalisés dans ce sens-là qui apporte une solution à la question, au problème de phénomènes fortement hétérogènes ou alors fortement irréguliers. C'est le cas, par exemple, des analyses d'images. Je vais dire, lorsqu'une image a beaucoup trop entre guillemets, beaucoup trop de scènes, n'est-ce pas? Et ça peut être compliqué à capturer par le barogramme. On peut avoir, et ça peut aussi être juste que peut-être qu'on calculer le barogramme sur la taille de la donnée d'entrée. Ce n'est pas comment dire, ce point de vue computationnel, ce n'est pas vraiment efficace, ou alors ce n'est pas vraiment optimal. C'est beaucoup de questions qui sont résumées en un seul, ou bien une seule notion, alors une seule question. Beaucoup de problèmes, je vais dire, qui sont résumés en une seule question, à savoir, est-ce que le variogramme peut vraiment capturer la variabilité d'une fonction aléatoire qui est fortement hétérogène ou alors fortement irrégulière dans son espace. Et comme je disais tantôt, on peut se retrouver en train de transformer la fonction aléatoire, ça va résoudre le problème. Mais la raison pour laquelle je pense que le variogramme n'est pas mort et il ne va jamais mourir, je soutiens ça, c'est que le variogramme n'est pas juste capturer la variabilité spatiale. Si vous voulez, c'est capturer la variabilité spatiale, mais oublier un peu le variogramme tel qu'on le conçoit à partir de son modèle expérimental, parce que le modèle expérimental est un peu comme une statistique suffisante pour représenter le variogramme en lui-même. C'est un peu comme, euh, comme on le dit, c'est un estimateur, pas vrai? Ce n'est pas seulement ça, le vagogramme. Et je m'en vais vous montrer quelque chose qui peut peut-être changer votre point de vue sur euh, l'utilité d'un modèle de vagogramme ou alors d'un modèle de covariance. Ce que je vais vous montrer, c'est tout simplement dans... Vous pouvez trouver ça dans un livre. que, c'est, pour moi, en tout cas, je considère que ce livre est la base en ce qui concerne la géostatistique linéaire et aussi le fondement. Euh, D'une certaine manière, c'est le fondement de la géostatistique non linéaire. Si tu veux parler de géostatistique non linéaire, il te faut avoir des fondements en géostat linéaire et savoir où sont les limites des méthodes linéaires avant d'entreprendre la discussion des méthodes non linéaires, pas vrai? Ce que je m'avais montré, c'est un peu ça. C'est un peu comme, pour moi, en tout cas, la base de toute discussion en ce qui concerne le géostat linéaire ou non linéaire. Ce livre a été conçu, je vais dire, c'est un livre de Xavier Emery, juste assez linéaire. À l'intérieur, vous allez trouver, je pense, à mon humble avis en tout cas, à l'intérieur, vous allez trouver tout ce que vous avez besoin de savoir en termes de géostat linéaire et tout ce qu'il faut savoir pour quitter de la géostat linéaire pour la géostat non linéaire. C'est un livre, je considère, très bon. Il y a beaucoup de livres là d'ailleurs, beaucoup de personnes vont vous dire que je préfère tel livre parce que. Mais je me considère, avant d'être quelqu'un qui pratique la géostatistique, je me considère comme un géostatisticien fortement attaché aux théories et aux fondements de la géostatistique. Et je trouve que ici, il y a beaucoup d'ouvrages que j'aime là d'ailleurs en termes de géostatistique. Mais j'aime celui-ci parce que
il est l'outil idéal pour quelqu'un qui débute, mais qui a quand même besoin d'avoir de solides bases, des solides fondements. Il y a des livres qui sont aussi bien pour avoir les bonnes bases, mais qui sont beaucoup plus pour les personnes qui ont déjà un entendement de ce que c'est la statistique. De façon générale, il y a aussi des personnes qui ont peut-être un background particulier, peut-être en algèbre. Du coup, ça dépend du contexte de chacun. Je trouve que ceci est approprié pour l'apprenant lambda, n'est-ce pas? Donc, sans tirer la conversion dans le sens de ce qui est approprié ou bien ce qui est préférable, je vais ramener la conversation sur euh, ce qu'est vraiment le modèle de covariance. Cette fonction ici, le graphe que vous voyez là, c'est un modèle de covariance, c'est un CH, n'est-ce pas? Mais si vous lisez ce livre, vous allez vous rendre compte que ce CH, c'est similaire à ce qu'on peut avoir quand on trace par exemple une fonction de densité spectrale. Là, je crois que si je scroll, si je roule vers le bas là, quelque part on en parle. Donc, quelque part on en parle, là, on parle de fonction de densité spectrale. Les deux notions sont étroitement liées. Je vais vous dire pourquoi c'est important. OK? Imaginez un instant que je travaille dans un domaine où j'ai besoin, par exemple, d'analyser, je sais pas moi, je prends un cas banal comme ça, la diffusion, par exemple, d'un phénomène, et je vais modéliser ça avec euh, une fonction aléatoire. Le phénomène peut être très irrégulier. Par exemple, ça peut être un phénomène qui est régulier dans l'espace, mais qui évolue aussi dans le temps. Et à cause de la composante temporelle, la fonction aléatoire résultante est régulière dans l'espace-temps. Ça peut être ce cas de figure. Et puis, on se rend compte que même s'il a une régularité qui est, on va dire, acceptable dans l'espace, dans le temps, sa régularité n'est pas si acceptable que ça, ou bien elle n'est pas satisfaisante au point où on veut utiliser un modèle de covariance pour décrire la variabilité du phénomène. Mais le fait est que si jamais j'imagine que dans cette variabilité, il y a différentes composantes, peut-être c'est possible, mais là, je ne sais pas. Peut-être celui qui est expert avec les simulations multipoints va venir m'apporter plus ample information à ce niveau. Mais je pense que en étudiant le spectre de la variabilité, là, je peux avoir des informations sur les différentes composantes présentes dans le modèle de variabilité de ma fonction aléatoire. Ce que je veux dire, c'est quoi? Imaginons un instant qu'on a une variabilité qui est conditionnée par, je sais pas, trois grands facteurs. Et ces trois grands facteurs sont responsables de, d'une proportion de mon spectre, alors je vais dire quoi. Si je considère le problème, par exemple, comme un problème d'analyse spectrale, n'est-ce pas, et que j'ai une fonction qui est résultante de la contribution de trois fréquences majeures, je peux euh, depuis partir de la fonction que j'ai pour sa représentation dans le domaine, le domaine de fréquence et puis voir les composantes majeures là. Et je peux décider maintenant de récupérer uniquement la variabilité qui est causée par une fréquence majeure particulière ou alors la combinaison de deux fréquences majeures particulières. Avec les simulations multipoints, je ne sais pas, à ma connaissance, je ne sais pas s'il y a euh, un développement ou alors une application qui peut me permettre de jouer avec les composantes spectrales, par exemple, de ma fonction aléatoire. Pourtant, avec un modèle de covariance ou alors avec une fonction de covariance, il est possible de le faire. Donc, il est possible d'avoir cette analyse-là. Il est possible de faire beaucoup de choses à ce niveau. Donc, vous voyez que en fonction du contexte, en fonction de l'application, je peux encore avoir besoin des fonctions de covariance. Les fonctions de covariance ne sont pas moi, ils ne vont jamais mourir. Ça dit que la géostatistique qui fait usage de ces fonctions-là va continuer de grandir. Il faut juste qu'il y ait toujours des personnes qui développent des idées dans ce sens-là ou bien qui pensent à comment utiliser euh, des fonctions dans ce sens-là. Autre chose que je peux soulever comme idée pour montrer que la géostatistique qui fait usage des fonctions de covariance ne va jamais mourir, c'est que je prends par exemple encore le cas par exemple, d'une image qu'on veut restaurer parce qu'on s'imagine qu'on a une image qui est endommagée, on veut restaurer l'image, pas vrai? La restauration d'image, c'est quelque chose qui est fortement implémenté dans les simulations multipoints et ça a beaucoup de succès.
Je ne vais pas vous mentir. Les simulations multiples ont un très grand succès dans ce domaine-là. Mais imaginez-vous un instant que, au lieu de reconstruire l'image avec les simulations multiples, je vais reconstruire l'image en imaginant, en supposant que je peux découper mon image en plusieurs morceaux. Maintenant, la taille de chaque morceau, ça va être une contrainte. Je sais bien que ça va être une contrainte. Mais imaginons que je peux découper mon image en plusieurs morceaux et je peux utiliser la variabilité dans chaque morceau pour définir comment est-ce que la fonction aléatoire doit varier dans le morceau qui est endommagé, ce qui est faisable. On peut s'imaginer que le modèle de covariance résultant de l'image peut être échantillonné à plusieurs endroits de l'image et on peut avoir plusieurs modèles de fonctions de covariance par niveau. Il y a des développements aussi là-dessus où on parle du modèle de variogramme qui change de façon locale. Donc, s'il m'est possible d'établir un modèle qui va lier tous ces modèles locaux-là, alors je peux prédire le modèle dans une zone de mon image. Je considère que l'image est endommagée. Si je peux prédire le modèle dans la zone là, je peux utiliser les informations environnantes et les informations de cette zone que je considère euh, saine et reconstruire cette zone endommagée. C'est un développement aussi qui est possible. Il faut juste qu'il y ait des personnes qui s'asseyent et pensent ça, essaient de développer ça, essaient de pousser un peu plus la réflexion dans ce sens-là pour que finalement le modèle de variogramme ou le modèle de fonction de covariance puisse aussi avoir une utilité dans ce genre de problème-là, dans ce genre d'application-là. Donc, je veux pas dire que il y aura toujours une façon de les utiliser et une façon, comment dire, et une façon de les utiliser qui ne sera pas négligeable, on peut dire ça comme ça. Je ne vais pas dire que ça va toujours être intéressant d'intégrer des fonctions de covariance pour analyser un phénomène. Je ne dis pas que les fonctions de covariance sont the best, mais je dis que ce n'est pas mort et ça ne va jamais mourir. On aura toujours quelque chose à faire avec, on aura toujours des nouveautés qu'on peut produire avec, et on aura toujours des résultats qui sont comparables à ce que les autres méthodes, les autres approches produisent. Et de sorte que parfois, ça va être difficile de décider parmi les deux quelle est la méthode appropriée ou quelle est la méthode efficace. Donc, voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette question-ci. Je vous dis à bientôt pour une autre discussion. Ciao.